J'espère que tout roule pour vous, que la vie vous sourit. En tout cas, du côté de l'État algérien en 2026, on a décidé de casser la tirelire, mais vraiment, pour un projet titanesque, le fameux Raj Billet. Ce nom vous dit sûrement quelque chose, on l'a évoqué à plusieurs reprises, mais curieusement, personne n'a pris la peine de poser les bases, de faire un vrai travail d'explication pour que les citoyens comprennent de quoi ils retournent. Silence radio sur le fond. Le discours officiel porté fièrement par les autorités et même servi en personne par M. Tebboune se résume à une version unique lissée sans contradiction. Aucun débat, zéro voix discordante. On nous vend Raj Billet comme l'idée du siècle, un bijou de stratégie nationale, un saut vers le futur. Comme si c'était la recette miracle qui allait sauver l'Algérie de tous ces maux. Mais en réalité, la réalité est tout autre. On est très loin du conte de fées qu'on nous raconte. Pour illustrer clairement le propos, prenons un chiffre qui parle à tout le monde, rien que pour l'année 2026. L'Algérie va devoir allumer la chaudière à billets, et pas pour des cacahuètes. Pour que Raj Billet tourne, il faut une alimentation massive en électricité et en gaz. Ce détail-là, bizarrement, on l'a glissé sous le tapis. Une fois encore, aucune pédagogie, aucune explication claire aux citoyens. Et pourtant, produire du fer carburé, ce n'est pas un miracle tombé du ciel, ça pompe de l'énergie à tous les étages. Il faut de l'eau, beaucoup d'électricité et surtout une grosse injection de gaz. Sans ce dernier, impossible de raffiner le minerai et de le métamorphoser en acier. Et tenez-vous bien, en 2026, l'État prévoit de larguer l'équivalent de 730 millions de dollars. Oui, vous avez bien entendu, 730 millions, juste pour raccorder ce projet à Tindouf et Béchar avec les réseaux d'énergie. C'est pas un petit chèque. Et là, on a le droit de se poser une vraie question. Est-ce bien raisonnable d'engloutir tout ce gaz et cette électricité pour nourrir Raj Billet, alors qu'on pourrait simplement vendre cette ressource à prix d'or sur les marchés internationaux? Avant de trancher, remettons les cartes sur la table. Pesons le pour et le contre. Mais surtout, regardons les faits en face. Parlons un peu science, voulez-vous? Car derrière les grands discours sur Raj Billet se cache une petite vérité qu'on préfère ne pas trop crier sur les toits. Le minerai de fer qu'on y trouve est truffé de phosphore. Oui, ce détail technique change tout. Contrairement à d'autres gisements plus propres dans le monde, celui-ci demande une double peine, un traitement à chaud et un bain chimique pour espérer l'utiliser. Pourquoi? Parce que bourré de phosphore, le minerai devient presque invendable. Sa valeur chute en flèche. Et pour pouvoir le transformer en acier, il faut impérativement lui faire perdre cette impureté histoire qu'il rentre dans les clous des normes industrielles. Et comment compte-t-on s'y prendre en Algérie en misant sur la méthode dite de réduction directe? En gros, on va purifier le fer sans passer par le charbon, contrairement à la majorité des pays qui en usent et abusent. Nous, comme on est fauché côté charbon, mais qu'on a du gaz à revendre, on a choisi de se servir de ce dernier comme réducteur. Ça tombe bien, c'est plus propre, mais surtout, c'est tout ce qu'on a sous la main. Une fois ce minerai dépollué, l'idée est de le faire voyager depuis Tindouf jusqu'à Béchar en train, s'il vous plaît. Une belle ligne de 950 km, tout de même, qui mènera le fer à une usine sidérurgique flambante neuve où il sera enfin transformé en acier. C'est ça le plan de produire entre 2 et 10 millions de tonnes d'acier par an d'ici quelques années. Sauf que, spoiler, on devait déjà en être à 2 millions de tonnes depuis 2025. Et devinez quoi, le rail n'est même pas terminé. Résultat, on n'a que du minerai brut, pas un gramme d'acier en vue. Car oui, entre le fer et l'acier, il y a tout un monde. Le premier, c'est juste la matière brute. Le second, c'est ce qu'on utilise réellement dans l'industrie. Et nous, pour l'instant, on est resté bloqué à l'étape poussière de carrière. Petit cours express pour ceux qui aiment les chiffres et les surprises. Fabriquer une seule tonne d'acier via la fameuse réduction directe du fer, ça bouffe entre 300 et 400 mètres cubes de gaz naturel. Oui, par tonne, et non, Raj Billet n'est pas assis sur un gisement de gaz magique. Ce carburant précieux, il faut aller le chercher ailleurs, notamment du côté d'Adrar. Ce qui veut dire des kilomètres de canalisation à poser, des pipelines à construire, bref, encore des infrastructures à des milliards pour que le gaz puisse faire son petit voyage jusqu'à Tindouf. Rien que ça, maintenant faisons un peu de mathématiques simples. L'Algérie rêve de produire 2 millions de tonnes d'acier. Eh bien, prenez ces 2 millions et multipliez-les par nos fameux 300 ou 400 mètres cubes de gaz. Résultat, un joli pactole énergétique, 800 millions de mètres cubes de gaz naturel avalés pour faire tourner la machine. Et ce n'est pas tout. Posez la calculette, sortez les prix du marché.
Si on avait décidé, au lieu de brûler tout ce gaz dans les fours de Rajbillé, de le vendre brut en Europe, on aurait pu encaisser dans le meilleur des cas 250 millions d'euros. Et dans le pire, environ 200 millions. Bref, même au rabais, ça reste une sacrée somme. C'est pas de la politique, c'est de l'arithmétique pure. Une logique de comptoir qu'on a curieusement oubliée au sommet. Et maintenant, imaginez si on utilisait ces 800 millions de mètres cubes de gaz, non pas pour chauffer les hauts fourneaux de Rajbillé, mais pour faire du GNL, ce fameux gaz naturel liquéfié. Avec cette quantité, on pourrait produire environ 1,5 million de tonnes de GNL. Oui, vous avez bien entendu. Et comme ce gaz version premium se vend beaucoup plus cher que sa version brute, notamment en Asie où les prix flirtent parfois avec les 13 $ le million de BTU, parfois 12, parfois même 14, on commence à toucher du doigt un vrai jackpot. Le marché bouge d'accord, mais dans tous les cas, le GNL reste un produit de luxe. Pourquoi si cher? Parce qu'il ne se contente pas de sortir du sol, on le refroidit jusqu'à l'état liquide, on le charge dans des méthaniers géants et hop, direction les ports du monde entier. Et le gros bonus, pas besoin de pipeline. Pas besoin de creuser des tunnels sous la Méditerranée ou de traverser les continents avec des gazoducs hors de prix? Non. On met ça sur un bateau et bon vent, résultat estimé une manne de plus d'1 milliard d'euros. Oui, plus d'1 milliard rien qu'en valorisant cette même quantité de gaz. Pendant ce temps-là, à Rajbillé, on le brûle dans des fours. Et maintenant, posons la question qui fâche, si on exportait ce bon vieil acier à la place, on y gagnerait combien? Eh bien, aujourd'hui, le prix de l'acier est à 750 $ la tonne. Pas si mal, me direz-vous. Oui, sauf que les prix ont certes remonté de 11% en 6 mois, mais si on élargit la focale, 20% sur 1 an et 35% sur 3 ans. Voilà. C'est comme monter dans l'ascenseur après qu'il a déjà dégringolé 3 étages. Bonne chance. Côté fer brut, les nouvelles sont correctes. Disons qu'on ne va pas ouvrir le champagne, mais ça se maintient 108 $ la tonne, avec une légère hausse de 0,35% sur le court terme. Et par rapport à l'année dernière, on est quand même sur un petit U10%. Ce n'est pas le jackpot, mais ça respire. En revanche, l'acier lui fait grise mine. Si on regarde les chiffres mondiaux, c'est la Bérésina, 20% sur 1 an. On ne parle pas ici d'un secteur en plein boom, loin de là. Ce sont des matériaux essentiels à l'industrie, certes, mais on ne peut pas dire que le marché soit en liesse. Pas de flambée, pas d'euphorie, juste une stagnation bien triste. Et pour les plus cartésiens d'entre vous, passons au calcul final. On prend le prix actuel de l'acier 750 $ la tonne. On le multiplie par notre objectif de production, 2 millions de tonnes. Résultat des courses, 1,5 milliard de dollars en théorie si tout se vend, si tout part, si tout roule. Mais vous le sentez venir, non? Ceci est plus gros qu'un méthanier chargé de GNL. Reprenons, on parle en dollars cette fois, histoire d'uniformiser, même si juste avant c'était en euros. Mais bon, dollars ou euros, dans cette histoire, ça revient presque au même. Qu'on vende de l'acier tout prêt ou du GNL bien liquide, on tourne autour de 1,5 milliard de dollars dans les deux cas. Jusque-là, balle au centre. Mais là où tout bascule, c'est quand on regarde ce que coûte réellement cette belle histoire d'acier made in Roubaix. Et là, accrochez-vous pour faire circuler ce fameux minerai de Tindouf jusqu'à Béchar l'Algérie, à lancer un chantier titanesque, une voie ferrée de 950 km à travers le désert. Rien que ça. Et juste pour construire cette ligne, il faut aligner plus de 6 milliards de dollars. Oui, 6 milliards. Et ce n'est que le début, parce que dans le désert, un train, ce n'est pas juste une voie posée et basta. Il faut l'entretenir, le garder en vie, acheter des locomotives, faire rouler du matériel. Bref, ça chiffre très lourd. Et le plus fou, c'est qu'on n'a jamais vraiment expliqué aux citoyens pourquoi ce train est indispensable. Pourtant, si ce fameux rail n'existait pas, on devrait tout transporter par camion. Et là, bonjour les frais, entre 20 et 30 $ par tonne de minerai rien que pour la route. Les études disent que le train permettrait de diviser ses coûts par 4, voire par 5. C'est vrai. Donc sur le papier, ça semble rentable à long terme. Mais pour y arriver, il faut d'abord dépenser une fortune. Rien que la première section, 485 km, coûte déjà 2,8 milliards de dollars. Faites le calcul, les 950 bornes nous amènent direct à la douloureuse les 6 milliards minimum sans même inclure l'entretien. Conclusion. Même en divisant le prix du transport par 5, le train reste un gouffre afrique. Et ce n'est pas une métaphore. Faisons un petit exercice de logique. Imaginons qu'on arrive à exporter la totalité de notre production d'acier, soit 2 millions de tonnes. À 750 $ la tonne, on encaisse 1,5 milliard de dollars. C'est joli sur le papier. Sauf qu'avant de se frotter les mains, il faudrait peut-être soustraire quelques lignes de dépenses. Première, saigner le transport.
Ensuite, le gaz, celui qu'on aurait pu vendre en GNL pour des millions, mais qu'on a préféré injecter dans un haut fourneau. Résultat 1, 5 milliards de dollars de GNL partis en fumée, sans parler des 250 millions d'euros de gaz brut qu'on aurait pu fourguer à l'étranger. Et ce n'est que le début. Regardons les coûts d'un peu plus près. Rien que l'exploitation annuelle du projet Rebir pour ces fameuses 2 millions de tonnes va engloutir entre 1 et 1,5 milliard de dollars. Donc, même si on vend tout, on est juste à l'équilibre. Et encore sans avoir inclus le reste. Parce qu'il faut aussi compter le coût de purification du minerai, merci le phosphore l'eau. Dans une région aride où chaque goutte compte l'électricité, la main-d'œuvre, les coûts d'entretien et toute la chaîne logistique autour. Et là, très franchement, on risque fort de dépenser autant voire plus que ce qu'on va gagner. Si ce n'est pas un chef-d'œuvre de rentabilité, c'est au moins un excellent scénario pour un film dramatique économique. Alors tenez-vous bien car maintenant on passe au niveau supérieur, le long terme, le fameux horizon 2040. Le projet Rebir, ce n'est pas une petite lubie passagère, c'est une ambition XXL. On parle ici d'un monstre minier de 3-5 milliards de tonnes de réserves. Oui, vous avez bien entendu, ce qui place l'Algérie au 3e rang mondial, juste derrière les mastodontes du Brésil et de l'Australie. Mais avant de rêver à la médaille de bronze mondiale, regardons les chiffres du démarrage en 2026. La production ne dépassera pas 2 à 3 millions de tonnes. Ensuite, on montera à 20 millions en 2031. Et si tout va bien, ce qui est rare, on visera les 40 à 50 millions de tonnes d'ici 2040. Mais voilà le hic. Pour atteindre ces volumes pharaoniques, il va falloir nourrir Rebir au gaz et pas en petites doses. Déjà, pour produire 2 millions de tonnes, il faut 800 millions de mètres de gaz naturel. Faites un saut jusqu'à 50 millions de tonnes. Là, accrochez-vous, il faudra injecter jusqu'à 10 à 15 milliards de trucs de gaz par an. Rien que ça. Et ce n'est pas une devinette, c'est 10,5 milliards de mètres cubes. Ça représente à peu près 15% de toute la consommation nationale de gaz. En clair, un Algérien sur 6 consommera du gaz indirectement à travers les fourneaux de Rebir. Une part énorme dévorée par une seule machine industrielle. Pas mal, non, problème de fond, plus on avance vers 2040, plus notre propre soif en gaz naturel grimpe en flèche. Ce n'est pas une prédiction de science-fiction, c'est une réalité déjà bien amorcée. À l'heure actuelle, Rebir réclamerait 15% de la consommation nationale. Mais d'ici 2040, bonne chance. Pourquoi? Parce que d'ici là, la population algérienne risque de dépasser les 60 millions d'habitants si la démographie continue sur sa lancée. Et la demande énergétique qui va avec, on estime qu'en 2030, on franchira déjà la barre des 73 milliards de MEM3 de gaz consommés par an. Alors imaginez en 2040, 80 milliards, 35, peut-être plus. Et dans ce tableau déjà bien chargé, on viendrait retirer 10 à 20% du gaz disponible pour le filer à une seule usine Rebir, un monstre énergétique. À ce stade, une question commence à peser lourd et c'est est-ce qu'on pourra encore exporter du gaz à ce rythme-là? Ou bien faudra-t-il choisir entre alimenter nos foyers ou nos ambitions sidérurgiques géantes? Et si l'on pousse le raisonnement, ces 10-5 milliards de gaz qu'on offre à Rebir, si on les vendait bruts comme ça sur le marché, on pourrait empocher environ 4 milliards de dollars. Mais si on les transforme en GNL, là, c'est une autre dimension, on dépasserait les 10 milliards de recettes. Et l'acier dans tout ça, si on exporte l'intégralité de la production prévue de Rebir, on atteindrait au mieux 15 milliards de dollars, exactement comme le GNL. Sauf que, et c'est là que tout bascule, ce n'est pas parce qu'on génère 15 milliards en 2040 que le projet est rentable. Il aura fallu des années d'investissement, des milliards dépensés et encore plus de temps avant d'en voir la couleur. En clair, on n'est pas prêt de rentrer dans nos frais. Alors, selon les prévisions très optimistes des autorités algériennes, on devrait commencer à voir un retour sur investissement autour de 2030, à une seule condition de ne pas exploser les budgets ni les délais. Facile à dire, mais dans la vraie vie, le projet complet coûtera 15 milliards de dollars. Oui, 15 milliards, pas un de moins. Et pour espérer récupérer ces 15 milliards, il faudra déjà les avoir entièrement investis, car pour produire, transformer, exporter et espérer toucher ces fameux gains, il faut les sortir avant. Bref, aucune rentrée d'argent réelle avant 2040. Aucun scénario réaliste ne permet de rentrer dans nos frais avant cette date. D'ici là, on continuera d'engloutir des milliards de mètres cubes de gaz année après année pour faire tourner Rebir. Certes, on nous promet la création d'environ 3000 emplois directs dans la région. C'est louable. Mais à quel prix entre les frais de transport, le coût de production,
La dépollution d'un minerai ultra contaminé au phosphore est donc bien plus cher à traiter que les minerais classiques. L'addition s'alourdit vite. Ce minerai de Rebir coûte 15 à 20 $ de plus par tonne que celui d'autres pays. Ajoutez à ça les 1000 km de transport dans le désert et vous comprenez vite que la logistique pèse lourd. Le transport à lui seul représente 20 à 30% du coût final. Et ça, ce n'est pas une ligne optionnelle du budget, c'est un gouffre intégré au projet. Soyons honnêtes, jusqu'au bout, il n'y aura aucun gain réel. Dans le scénario le plus optimiste pour l'Algérie, le projet de Erbilé permettrait tout juste de récupérer l'argent investi. Et encore, pas avant 2040. D'ici là, ce qu'on aura surtout fait, c'est brûler des quantités colossales de gaz. Prenons large 15 à 20% de la consommation actuelle, des milliards de mètres cubes envolés. Or, ce gaz-là aurait pu servir à toute autre chose. On aurait pu l'orienter vers le GNL, développer de nouvelles unités de liquéfaction, moderniser celles qui existent déjà et l'exporter. L'ironie, l'argent qu'on espère tirer de l'acier, on pourrait l'obtenir avec le GNL. Mais avec une différence majeure, le GNL rapporte plus et coûte nettement moins cher à transporter. Pas de convoi interminable, pas de rails à travers le désert. Et surtout, on ne part pas de zéro. L'Algérie maîtrise le GNL depuis la fin des années 60, début des années 70. C'est un secteur que l'on connaît, que l'on sait gérer, que l'on sait vendre, contrairement à cette aventure sidérurgique au coût incertain. Mieux encore, les infrastructures existent déjà. On dispose d'unités de production qu'il suffirait de remettre à niveau. Les réseaux de transport du gaz sont en place depuis les grands gisements, comme Hassi R'Mel ou les nouvelles réserves exploitables à Adrar et ailleurs, jusqu'au nord du pays. Résultat, le GNL coûte bien moins cher à produire sans traitement lourd, sans purification complexe comme celle imposée aux minerais de fer de Erbilé. En réalité, le calcul est d'une simplicité déconcertante. Prenez une calculatrice, posez les chiffres, et le verdict tombe tout seul. Erbilé est une opération perdante. Pourquoi? Parce que ce projet ne repose pas sur la valeur du minerai, qui en soi ne vaut presque rien, mais uniquement sur le gaz naturel. C'est lui le vrai moteur, et c'est précisément ce qu'on est en train de gaspiller. On en remet une couche parce que c'est important. Le projet Erbilé est une saignée à tous les niveaux. Pourquoi? Parce qu'il est situé au bout du monde dans une zone si reculée que chaque déplacement coûte une fortune. Extraire le minerai là-bas. Coût exorbitant. Le purifier, encore plus cher, et au final ce minerai en soi n'a presque aucune valeur. Et pourtant l'Algérie s'accroche à l'idée de rentabilité en misant tout sur le gaz. On va prendre cette ressource stratégique, la consommer pour produire de l'acier nettoyé, le minerai, le transformer, puis l'exporter. Mais posons une question simple, sans gaz, on aurait pu faire quoi de ce minerai? Réponse, rien du tout. Strictement inutilisable. En réalité, tout repose sur le gaz, pas sur le fer. Et ce même volume de gaz qu'on prévoit de brûler pour faire tourner Erbilé, on pourrait tout simplement le vendre tel quel et récupérer exactement la même somme que celle espérée avec l'acier. Sauf que, plot twist, le gaz était bien plus précieux que l'acier. Il est plus utilisé, plus demandé et surtout bien plus rentable. Et attention, le gaz, contrairement à l'acier, a encore de la marge. Les prix peuvent certes monter ou descendre, comme n'importe quelle matière première, mais quand on regarde les tendances mondiales, le gaz s'en sort toujours mieux que l'acier. Prenons le gaz naturel, pas même le GNL, plus 12% en 6 mois, 19% sur un an. C'est volatile, oui, mais moins que l'acier qui lui a plongé de 20% sur la même période, et le GNL, alors, c'est encore un cran au-dessus. Plus cher, plus facile à exporter et ultra rentable. Ce n'est pas pour rien que le Qatar, l'Australie ou les États-Unis se sont bâtis des fortunes dessus, pendant qu'on nous s'obstine à tout miser sur du minerai au phosphore. Alors franchement, entre sacrifier jusqu'à 20% de notre gaz national pour nourrir un projet aussi glouton que Erbilé, ou utiliser cette même ressource pour produire du GNL, le choix logique saute aux yeux. Avec le GNL, on gagne autant, voire plus, avec moins d'efforts, moins de frais et beaucoup plus de marge. C'est pas de la théorie complotiste ni un discours militant, ce sont juste des chiffres. Des vrais, accessibles, vérifiables. Sortez vos calculettes si vous voulez. Rien de caché, tout est là. Mais non, visiblement, ce bon vieux Abdenour a une fixette presque romantique sur le budget de Erbilé. Il en parle comme si c'était une mission sacrée. Et pourquoi? Parce que ce projet n'est ni rentable ni logique économiquement. C'est purement politique, une vitrine idéologique habillée en stratégie industrielle. Rien à voir avec les vrais enjeux économiques du pays. Erbilé, c'est un symbole, pas un investissement.